Sortez d'ici immédiatement, avant que j'appelle la sécurité. La voix stridente de la gérante résonna dans le magasin de proximité de la 5e avenue, faisant se retourner tous les clients pour observer la scène. Jamal Washington, âgé de seulement 10 ans, restait immobile devant le comptoir, serrant fermement dans sa petite main les 20 cents qu'il avait gagnés à la sueur de son front. Ses pieds nus contrastaient brutalement avec le sol en marbre brillant du magasin le plus cher du quartier chic de Manhattan. « S'il vous plaît, madame », dit-il d'une voix tremblante, mais pas de peur, de pure détermination. « Ma petite sœur a faim. Elle n'a que 6 mois et elle n'arrête pas de pleurer. J'ai juste besoin d'un peu de lait en poudre. » La gérante, une femme blanche d'âge moyen, regarda avec dégoût le petit garçon noir vêtu de haillons. « Vincent, ça ne paie même pas un chewing-gum ici, petit. Ce magasin est pour les gens comme tout, pas pour les mendiants. » À ce moment-là, la sonnette retentit et Theodore Blackstone, un milliardaire de l'immobilier vêtu d'un costume à 3000 $, entra dans le magasin. Il s'était arrêté là pour acheter de l'eau importée après avoir quitté une réunion où il venait de conclure une affaire de 50 millions. Jamal se tourna vers l'homme élégant, ses grands yeux sombres brillant d'un espoir désespéré. « Monsieur, s'il vous plaît. Je vous jure que je vous rembourserai quand je serai grand. Chaque fois que ma grand-mère me racontait les temps difficiles, elle disait qu'il y a toujours quelqu'un qui a bon cœur. Pouvez-vous être cette personne aujourd'hui ?» Théodore s'arrêta au milieu du couloir, agacé par cette interruption. Il regarda de haut ce gamin sale qui osait s'adresser directement à lui. « Garçon, tu sais qui je suis? Je construis des gratte-ciel, je ne fais pas la charité aux clochards. »« Je ne suis pas un clochard, monsieur, » répondit Jamal, gardant sa dignité malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. « Mon père est mort en Afghanistan en servant ce pays. Ma mère a 3 emplois, mais aujourd'hui, elle s'est évanouie de fatigue. Je veux juste que ma petite sœur arrête de pleurer. » Théodore éclata d'un rire cruel. « Quelle histoire émouvante! Laisse-moi deviner, la prochaine étape, c'est de demander de l'argent pour une opération urgente ?» Il se tourna vers la gérante. « Appelez la sécurité. Ces gens inventent toujours des histoires dramatiques. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jamal n'a pas baissé la tête. Il ne s'est pas enfui. Au lieu de cela, il a regardé Théodore droit dans les yeux bleus glacés et a dit avec un calme qui a stupéfait tout le monde. « Vous vous souviendrez de ce jour toute votre vie. Et quand cela arrivera, vous comprendrez que vous avez gâché votre chance de rencontrer la personne qui aurait pu tout changer. » Théodore fronça les sourcils, intrigué malgré lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux d'enfant qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Une force silencieuse qui semblait bien trop ancienne pour un enfant de 10 ans. Alors que les agents de sécurité s'approchaient pour emmener Jamal, il serra fermement ses 20 cents dans sa main et fit une promesse qui allait résonner pendant les 15 années suivantes. « Je te jure que je te rendrai cet argent quand je serai grand. Et tu découvriras que sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence est la plus grande erreur que l'on puisse commettre. » Si cette histoire de détermination enfantine et de promesses qui change des destins a éveillé votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment Vincent et une promesse apparemment impossible ont donné lieu au revirement le plus inattendu que Wall Street ait jamais connu. Les agents de sécurité sont arrivés en quelques secondes. 2 montagnes de muscles en uniforme noir qui semblaient tout droit sortis d'un film d'action. « Allez, petit, dehors !» dit le plus grand d'entre eux en tendant déjà la main pour attraper le bras de Jamal. « Attendez !» dit Théodore en levant la main, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. « Laissez-le encore un peu. Je veux m'amuser. » Il s'approcha de Jamal, ses chaussures italiennes brillant comme des miroirs. « Tu as dit que ton père était mort au service de son pays? C'est touchant. Et ta mère a 3 emplois? Laisse-moi deviner, femme de ménage, nounou et, quoi d'autre? Vendeuse de hot-dog ?» Les autres clients du magasin commencèrent à former un petit cercle, certains filmant discrètement avec leur téléphone portable. La gérante croisa les bras, profitant clairement du spectacle. Jamal garda la tête haute. « Ma mère est infirmière de nuit, elle travaille dans un magasin de vêtements pendant la journée et s'occupe de personnes âgées le week-end. Elle dort à peine 4 heures par nuit pour subvenir à nos besoins. » « Quelle histoire inspirante !» rit Théodore en sortant un billet de 100 $ de son portefeuille. « Je vais te faire une proposition. Tu t'agenouilles ici, devant tout le monde, et tu t'excuses de m'avoir dérangé. Je considérerais peut-être de donner ce billet à ta famille qui travaille dur. » Le silence dans le magasin était pesant. Même les agents de sécurité semblaient mal à l'aise face à la cruauté inutile de la situation. Jamal regarda le billet, puis les visages impatients autour de lui. Sa petite sœur était à la maison, pleurant de faim. Sa mère s'était évanouie d'épuisement après avoir travaillé 16 heures d'affilée. Pendant un moment qui lui sembla une éternité, Jamal hésita. Théodore sourit, pensant avoir brisé l'esprit de cet enfant insolent. « Tu vois ?
En fin de compte, tout le monde a un prix. C'est alors que Jamal fit quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de s'agenouiller, il recula d'un pas et dit d'une voix qui ne trembla pas d'un iota. « Mon père n'est pas mort pour que je m'agenouille devant des hommes de petite taille. » Le visage de Théodore s'assombrit instantanément. « Comment m'as-tu appelé ?»« Vous avez bien entendu, » répondit Jamal en rangeant ses 20 cents dans sa poche. « Mon père était le sergent David Washington, 2e division d'infanterie. Il m'a appris qu'un homme se mesure à son caractère, pas à la taille de son compte en banque. Et d'après ce que je vois, vous êtes l'homme le plus pauvre que j'ai jamais rencontré. » La foule murmura, certains visiblement impressionnés par le courage du garçon. Théodore sentit son autorité remise en question publiquement, ce qu'il ne tolérerait jamais, surtout de la part d'un enfant de 10 ans issu des quartiers défavorisés. « Tu ne sais pas à qui tu parles, gamin, » dit Théodore en se penchant vers lui, la voix basse et menaçante. « Je peux détruire la vie de ta famille d'un simple coup de fil. Où travaille ta mère? À l'hôpital métropolitain? Un mot à l'administration et elle perd son emploi ce soir. » Jamal sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il ne le montra pas. Il avait appris dès son plus jeune âge que les prédateurs sentaient la peur et s'en nourrissaient. « Vous pouvez toujours essayer, » dit-il calmement. « Mais vous devrez alors expliquer pourquoi vous vous souciez autant d'un gamin de 10 ans qui voulait juste du lait pour sa sœur. » Théodore rit, mais sa voix trahissait sa nervosité. « Personne ne croira la parole d'un voyou contre la mienne. »« Peut-être pas, » admit Jamal en regardant autour de lui les gens qui continuaient à filmer. « Mais nous vivons une époque intéressante, n'est-ce pas? Tout le monde a une caméra dans sa poche, et Internet à la mémoire longue. » Pour la première fois depuis le début de la conversation, Théodore semblait sincèrement inquiet. Il jeta un coup d'œil rapide au téléphone portable braqué sur eux, évaluant les dégâts potentiels. Une vidéo virale d'un milliardaire humiliant un enfant pauvre pouvait détruire des années de construction d'images. « Vous, arrêtez de filmer immédiatement !» cria-t-il à la foule, mais il était déjà trop tard. Au moins 5 personnes avaient filmé toute la scène. Jamal observa le changement de comportement de Théodore avec un intérêt scientifique. Il était fascinant de voir comment des hommes puissants se transformaient en lâches dès que leurs actions avaient des conséquences réelles. « Vous savez, Monsieur Blackstone, » dit Jamal en prononçant son nom avec une précision parfaite, ce qui fit comprendre à Théodore que le garçon savait exactement qui il était depuis le début. « Je vous paierai quand je serai grand. Mais peut-être pas comme vous l'imaginez. » Alors que la tension montait à ce moment-là, personne dans cet environnement élégant ne pouvait prévoir qu'il assistait à la première rencontre entre deux hommes qui, au cours des 15 prochaines années, allaient devenir les protagonistes de l'un des revirements les plus impressionnants que Wall Street ait jamais connus, où chaque mot cruel prononcé ce jour-là allait alimenter une vengeance qui redéfinirait complètement le concept de justice sociale aux États-Unis. Ce qui s'est passé après cette confrontation dans le magasin de proximité était quelque chose que personne n'aurait pu prévoir, surtout pas Theodore Blackstone. Margaret Patterson, une journaliste d'investigation du New York Times qui était dans le magasin pour acheter un café, avait filmé toute la scène. À 52 ans, avec 3 décennies d'expérience dans la dénonciation de scandales d'entreprise, elle a immédiatement reconnu la cruauté systématique dont elle venait d'être témoin. « Garçon, » dit-elle en s'approchant de Jamal lorsqu'il sortit enfin du magasin, les mains vides. « Comment tu t'appelles ?»« Jamal Washington, » répondit-il en essuyant discrètement ses yeux. Même à 10 ans, il avait appris que montrer sa faiblesse dans la rue était dangereux. Margaret ouvrit son portefeuille et en sortit $50. « Ça suffira pour le lait et les couches pour une semaine. Mais je veux que tu me promettes une chose. N'oublie jamais le nom de cet homme et ne laisse personne te convaincre que tu vaux moins que lui. » Alors que Jamal courait vers chez lui avec ses courses, Margaret appela son rédacteur en chef. « J'ai besoin d'une enquête approfondie sur Theodore Blackstone. Quelque chose me dit que ce n'était pas la première fois qu'il marchait sur quelqu'un pour le simple plaisir. » De l'autre côté de la ville, Théodore avait déjà complètement oublié l'incident. Pour lui, humilier un enfant pauvre n'avait été qu'un divertissement passager avant sa réunion avec des investisseurs japonais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Margaret Patterson s'était spécialisée dans la destruction d'hommes exactement comme lui. Les jours suivants, tandis que Théodore signait des contrats millionnaires et dînait dans des restaurants huppés, Jamal rentrait de l'école et s'occupait de sa petite sœur Diamond pendant que sa mère, Keisha, travaillait 2 fois plus à l'hôpital. L'appartement d'une pièce dans le Bronx était petit, mais il y avait quelque chose que Théodore ne pourrait jamais acheter avec tous ses milliards, l'amour inconditionnel qui remplissait cet espace. « Mon fils, » dit Keisha un soir, alors qu'elle berçait Diamond pour l'endormir, Madame Patterson a encore appelé. Elle veut savoir si tu aimerais participer à un programme de tutorat pour enfants surdoués. Jamal regarda sa mère avec surprise. « Surdoué. Elle a dit qu'elle avait parlé à tes professeurs. Apparemment, ton QI se situe parmi les 5% les plus élevés du pays.
Keisha sourit fièrement. Ton père a toujours dit que tu avais quelque chose de spécial dans la tête. Ce que Margaret avait découvert sur Théodore au cours de ses recherches était troublant. 3 poursuites pour harcèlement sexuel classées sans suite grâce à un accord financier. Des dizaines de familles expulsées de propriétés qu'il avait achetées à un prix inférieur à leur valeur marchande grâce à des tactiques douteuses. Un abus de pouvoir systématique qui durait depuis des décennies. Mais ce qui avait le plus impressionné Margaret, c'était de découvrir que Théodore avait utilisé ses relations politiques pour empêcher la construction d'une école publique dans le Bronx, car cela aurait fait baisser la valeur de ses propriétés dans le quartier. Des centaines d'enfants comme Jamal avaient été contraints d'étudier dans des écoles surpeuplées à cause de la cupidité d'un homme qui ne remarquerait même pas quelques millions de moins sur son compte en banque. « Maman, dit Jamal un soir, alors qu'il étudiait les mathématiques avancées avec des livres que Margaret lui avait envoyés, « je peux te poser une question bizarre ?»« Bien sûr, mon chéri. Si quelqu'un fait quelque chose de très mal à beaucoup de gens, mais qu'il a assez d'argent pour ne jamais être puni, ça veut dire qu'il s'en tirera toujours ?» Keisha cessa de plier les vêtements et regarda son fils. Il y avait une intensité dans son regard qui l'inquiétait, non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il était trop mature pour un enfant de 10 ans. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Juste par curiosité. » Jamal se replongea dans ses études, mais Keisha remarqua qu'il avait commencé à prendre des notes dans un cahier spécial qu'il cachait sous son matelas. Pendant ce temps, Théodore continuait sa vie privilégiée, complètement inconscient du fait que ses actions dans ce magasin avaient semé une graine qui allait germer de manière inimaginable. Lors de ses dîners d'affaires, il racontait parfois l'histoire du gamin prétentieux qu'il avait remis à sa place, ce qui faisait toujours rire les autres milliardaires présents. « Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai offert 100 $ pour qu'il s'agenouille, » riait Théodore en trinquant avec une bouteille de champagne à 3000 $. Ces gamins des banlieues doivent apprendre dès leur plus jeune âge quelle est leur place dans le monde. Ce que Théodore ne pouvait pas imaginer, c'est que Margaret Patterson avait non seulement documenté sa cruauté envers Jamal, mais aussi ses conversations ultérieures grâce à des sources au sein de son cercle social. Chaque commentaire arrogant, chaque manifestation de mépris pour la dignité humaine, tout était soigneusement répertorié. Jamal, quant à lui, avait découvert quelque chose de fascinant à la bibliothèque municipale. Après avoir fait des recherches sur Theodore Blackstone, il avait trouvé des articles sur d'autres hommes d'affaires qui avaient été dénoncés pour corruption et abus de pouvoir. Il avait étudié chaque cas méticuleusement, analysant comment ils avaient été renversés, quelles preuves avaient été utilisées, quels étaient leurs points faibles. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même en lisant l'histoire d'un milliardaire qui avait tout perdu après la fuite de mets compromettants. Les hommes puissants commettent toujours les mêmes erreurs. Ils se croient intouchables. Dans le cahier caché sous son matelas, Jamal commença à écrire ce qu'il appelait le « projet justice ». Ce n'était pas un plan de vengeance enfantin, mais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Une analyse stratégique de la manière dont un garçon pauvre pourrait, à terme, renverser un empire bâti sur la cruauté et la corruption. Margaret rendait régulièrement visite à la famille Washington, apportant toujours des livres et des opportunités éducatives à Jamal. Lors d'une de ces visites, elle remarqua le cahier entrouvert sur la table de la cuisine. « Je peux te demander ce que tu écris là ?» Jamal hésita un instant, puis décida de lui faire confiance. « J'étudie les hommes puissants qui ont fait de mauvaises choses. Je veux comprendre comment ils parviennent à échapper aux conséquences et... » Il marqua une pause. « Comment certains finissent par être punis malgré tout. » Margaret sourit lentement. Elle avait travaillé avec de nombreux adultes qui ne faisaient pas preuve de la moitié de la détermination stratégique qu'elle voyait dans ses yeux de 10 ans. « Tu sais, Jamal, il y a une différence entre la vengeance et la justice. La vengeance est émotionnelle et nuit généralement à ceux qui la recherchent. La justice est patiente, intelligente et profite à toute la société. Laquelle serait la plus efficace contre quelqu'un comme M. Blackstone ? » Eh bien, Margaret se pencha sur la table, hypothétiquement parlant, les hommes comme lui ont 3 principales vulnérabilités, l'ego, l'argent et la réputation. Détruisez l'un d'entre eux, et les 2 autres s'effondrent naturellement. Ce soir-là, Jamal prit une note qui allait tout changer. La meilleure vengeance n'est pas de faire payer quelqu'un pour ce qu'il a fait dans le passé, c'est de construire un avenir où il n'aura plus aucune importance. Ce que personne dans ce petit appartement du Bronx ne pouvait imaginer, c'est que cette conversation venait de donner naissance au plan de revanche sociale le plus ambitieux que Wall Street ait jamais connu. Un plan qui prendrait exactement 15 ans à se réaliser et qui transformerait un garçon humilié dans une supérette en l'homme le plus puissant de Manhattan. Et Theodore Blackstone? Il continuait à trinquer lors de dîners coûteux, racontant son histoire sur le fait d'avoir remis un enfant à sa place, sans se douter le moins du monde que chaque rire arrogant scellait son propre destin. 15 ans plus tard, le Blackstone Building de Park Avenue bourdonnait d'une activité frénétique. Théodore, désormais âgé de 60 ans et aux cheveux complètement gris,
observait nerveusement par la fenêtre de son bureau au 50e étage. Depuis quelques semaines, des rumeurs étranges circulaient dans les couloirs de Wall Street au sujet d'une enquête fédérale sur ses opérations immobilières. Monsieur Blackstone, dit sa secrétaire en apparaissant à la porte, visiblement bouleversé. Le FBI est là. Ils ont des mandats de perquisition. Théodore sentit son sang se glacer. Comment ça? Pourquoi faire? Avant qu'elle n'ait pu répondre, 3 agents fédéraux entrèrent dans le bureau, suivis d'un homme qui fit trébucher Théodore sur ses propres mots. Un homme noir d'environ 25 ans, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine, portant un porte-documents en cuir et arborant un sourire que Théodore reconnut instantanément. « Monsieur Blackstone », dit le jeune homme en lui tendant la main. « Jamal Washington, procureur fédéral spécialisé dans les crimes financiers. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. » Théodore fixa les mêmes yeux déterminés qu'il avait vus 15 ans plus tôt dans une supérette. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre l'impossibilité de la situation. « Vous êtes ce gamin qui a promis de vous payer quand il serait grand, » compléta calmement Jamal. « Eh bien, monsieur Blackstone, l'heure de payer a sonné. » Les agents commencèrent à confisquer les ordinateurs, les documents et les dossiers tandis que Jamal ouvrait son porte-documents, révélant une pile impressionnante de preuves méticuleusement organisées. Au cours des 15 dernières années, j'ai étudié chaque mouvement de vos entreprises. Chaque compte offshore, chaque pot de vin versé à des conseillers municipaux, chaque famille expulsée illégalement de propriétés qu'elle avait achetées à bas prix grâce à des intimidations. Jamal sortit une tablette de son porte-documents. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est votre arrogance. Savez-vous combien de fois vous avez raconté cette histoire du magasin de proximité lors de dîners enregistrés? Théodore pâlit. Enregistrés? 63 fois au cours des 15 dernières années, pour être exact. En riant toujours de la façon dont vous avez remis à sa place un gamin prétentieux. Jamal toucha l'écran, et la voix reconnaissable entre toutes de Théodore résonna dans le bureau. Ces gamins des banlieues doivent apprendre dès leur plus jeune âge quelle est leur place dans le monde. Margaret Patterson, de l'enquête journalistique, a été très utile pour documenter vos expansions philosophiques au fil des ans. Ah, elle va bien, au cas où vous vous poseriez la question. En fait, elle couvre en direct son arrestation pour le New York Times. Théodore tituba jusqu'à sa chaise, le poids de la réalité le frappant comme une avalanche. C'est impossible. Vous étiez un enfant qui mendiait. Un enfant, oui. Mendiant, non. Jamal s'approcha de la fenêtre, observant la foule de journalistes qui se pressaient à l'entrée du bâtiment. Je demandais une chance de prouver que la dignité ne dépend pas d'un compte en banque. Que l'intelligence n'a pas de couleur. Et que sous-estimer quelqu'un en raison de son apparence est l'erreur la plus coûteuse qu'un homme puisse commettre. L'un des agents fédéraux s'approcha. « Monsieur Washington, nous avons trouvé les dossiers dont vous avez parlé. Des comptes aux îles Caïmans, des contrats falsifiés, tout est là. » Théodore se leva brusquement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Mes avocats vont vous détruire. J'ai des relations à Washington, à Albany, partout où ça compte. » Jamal sourit en sortant un autre document de son dossier. « À propos de vos relations, le sénateur Morrison, qui a toujours approuvé vos projets. Arrêté hier pour avoir accepté des pots de vin. Le juge Hartwell, qui classait les poursuites contre vos entreprises. Sous enquête fédérale. Le maire Davison, qui facilitait vos expulsions. Il vient de démissionner. » Le visage de Théodore devint livide. « Comment? 15 ans, monsieur Blackstone. 15 ans à étudier le droit à Harvard avec une bourse complète, en me spécialisant précisément dans les crimes que vous commettez. 15 ans à construire un réseau d'alliés dans la justice, le journalisme, le gouvernement fédéral. Pendant que vous trinquiez lors de dîners coûteux en racontant comment vous aviez humilié un enfant, je me préparais pour ce moment précis. » Le téléphone de Théodore sonna sans discontinuer. En quelques minutes, ses actions chutèrent de 40% en bourse, les investisseurs annulèrent leurs contrats et les banques gelèrent les comptes de l'entreprise. « Ma famille, » murmura Théodore, la réalité le rattrapa enfin. « Ma réputation, mes affaires. » Votre famille découvrira que la maison dans laquelle elle vit a été construite avec l'argent volé à des familles de travailleurs. Votre réputation révélera que derrière le philanthrope se cachait un prédateur financier. Vos affaires démontreront qu'elles ont prospéré au détriment de la souffrance de milliers de personnes. Jamal ferma le dossier et regarda Théodore droit dans les yeux. « Mais je veux que vous compreniez une chose. Je ne fais pas cela par vengeance personnelle. Je le fais pour toutes les familles que vous avez détruites, pour tous les enfants qui ont souffert de la faim parce que vous avez augmenté illégalement les loyers, pour tous les rêves que vous avez brisés au nom du profit. » Théodore s'effondra sur sa chaise, les épaules tremblantes. « Tu n'étais qu'un enfant.
Comment as-tu pu planifier tout ça? Parce que cet enfant a appris quelque chose d'important ce jour-là, répondit Jamal en se dirigeant vers la porte. Il a appris que les hommes comme vous n'ont de pouvoir que sur ceux qui acceptent d'être des victimes. Et j'ai décidé il y a 15 ans que je ne serai plus jamais la victime de personne. Pendant que les menottes étaient passées au poignet de Théodore, Jamal passa un coup de fil. Maman, c'est moi. Tu peux allumer la télévision. Je viens de tenir la promesse que j'ai faite quand j'avais 10 ans. À l'autre bout du fil, la voix émue de Keisha résonna. Mon fils, ton père serait si fier. Théodore fut conduit à travers les couloirs qu'il avait autrefois dirigés avec une autorité absolue, passant devant des employés qui évitaient son regard. Dans l'ascenseur, il murmura à Jamal, 20 cents. Tout ça pour 20 cents de lait. Non, monsieur Blackstone, répondit calmement Jamal. Tout ça pour 15 ans de dignité que vous avez essayé de me voler en un seul instant. La différence, c'est que j'ai investi ma douleur dans l'éducation, la détermination et la justice. Vous avez investi votre arrogance dans la cruauté, la corruption et le mépris. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, une foule de journalistes explosa en flash et en questions. Théodore se couvrit le visage, mais Jamal s'avança avec assurance vers les caméras. La justice n'a ni âge, ni couleur, ni classe sociale, déclara-t-il au micro. Elle n'a que de la patience et de la préparation. Aujourd'hui, une promesse faite par un enfant de 10 ans a enfin été tenue. Alors que Théodore était embarqué dans le véhicule fédéral, une question restait en suspens. Était-il possible que cet enfant humilié 15 ans plus tôt ait orchestré non seulement la chute d'un milliardaire corrompu, mais aussi un nettoyage complet du système qui avait permis à des hommes comme Théodore de prospérer aux dépens des plus vulnérables? 3 ans après l'arrestation de Theodore Blackstone, la ville de New York assistait à une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Le bâtiment qui portait autrefois le nom de Blackstone Tower arborait désormais en lettres dorées « Centre de justice sociale Jamal Washington ». Jamal, désormais âgé de 28 ans, observait depuis la fenêtre de son nouveau bureau au 50e étage, ironiquement, le même étage où Théodore avait régné avec une arrogance absolue. La différence était que cet espace ne servait plus à nourrir la cupidité d'un homme, mais à offrir une assistance juridique gratuite aux familles à faible revenu. Monsieur Washington, son assistante apparut à la porte, l'équipe de CNN est arrivée pour l'interview spéciale des 3 ans. Jamal sourit en ajustant sa cravate. Au cours de ces 3 années, il était devenu l'une des figures les plus respectées du pays dans la lutte contre la criminalité financière. Sa méthode d'enquête, mise au point depuis l'âge de 10 ans, avait permis l'arrestation de 17 autres milliardaires corrompus et la récupération de plus de 2 milliards de dollars de fonds volés. Pendant ce temps, dans une prison fédérale de l'État de New York, Theodore Blackstone se réveillait dans sa cellule de 2 mètres sur 3, regardant le plafond écaillé qui avait remplacé la vue panoramique sur Manhattan. À 63 ans, les cheveux complètement blancs et 20 kilos plus maigres, il passait ses journées à essayer de comprendre comment un enfant de 10 ans avait orchestré la destruction complète de son empire. Sa femme avait demandé le divorce 6 mois après son arrestation, emportant avec elle la moitié des quelques biens qui n'avaient pas été confisqués par le gouvernement. Ses enfants avaient changé de nom et refusaient de lui rendre visite. Les manoirs, les yachts et les comptes bancaires. Tout s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Au cours de l'interview, le présentateur a demandé à Jamal « Comment vous sentez-vous en sachant que l'homme qui a tenté de vous humilier purge actuellement une peine de 25 ans ?»« Je ne ressens aucune satisfaction à le voir souffrir, » a répondu Jamal calmement. « Je ressens de la satisfaction pour les 400 familles que nous avons aidées à récupérer leur maison grâce aux enquêtes que nous avons lancées. Je ressens de la satisfaction pour les 50 000 enfants qui ont désormais accès à une éducation de qualité grâce aux programmes financés par l'argent récupéré de la corruption. » La caméra a filmé Margaret Patterson, aujourd'hui directrice du journalisme d'investigation au New York Times, assise au premier rang de l'auditorium. Elle était non seulement devenue la mentor qui avait guidé Jamal tout au long de ses études à Harvard, mais aussi la partenaire d'enquête qui avait documenté chaque étape de son extraordinaire parcours. Le plus ironique, a poursuivi Jamal, c'est que Theodore Blackstone a involontairement créé le mouvement qu'il redoutait le plus. Sa cruauté envers un enfant de 10 ans a non seulement détruit son propre héritage, mais a inspiré une nouvelle génération de procureurs spécialisés dans les crimes contre les communautés vulnérables. À la prison, Théodore regardait l'interview dans la salle commune, entouré d'autres détenus qui l'ignoraient complètement. Il y a 3 ans, il était l'une des personnes les plus puissantes d'Amérique. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un numéro dans un uniforme orange, dont la seule importance était de servir d'exemple de ce qui arrive lorsque l'abus de pouvoir rencontre la justice véritable. Le présentateur posa la question que tout le monde attendait. « Cette promesse que vous avez faite à l'âge de 10 ans, je te jure que je te paierai quand je serai grand, a-t-elle été tenue ?» Jamal rit doucement. Non seulement elle a été tenue, mais elle a été multipliée.
Ces Vincent qu'il avait rejetés se sont transformés en 2 milliards de dollars récupérés pour des communautés entières. Cet enfant qu'il a tenté d'humilier est devenu la voix de milliers de familles qui n'ont jamais eu personne pour se battre pour elles. Pendant la pause publicitaire, Jamal a reçu un appel de sa mère, Keisha, aujourd'hui directrice des soins infirmiers du plus grand hôpital public du Bronx, un poste qu'elle a obtenu après avoir obtenu son diplôme, entièrement financé par la fondation créée par Jamal. « Mon fils, ta sœur Diamond a obtenu la meilleure note au SAT. Elle veut suivre tes traces et étudier le droit. » Jamal sourit en se souvenant du bébé de 6 mois qui pleurait de faim 15 ans plus tôt. Aujourd'hui, Diamond Washington était l'une des élèves les plus brillantes de son lycée privé d'élite, déterminée à poursuivre l'héritage de justice que son frère avait commencé. Lorsque l'interview a été diffusée ce soir-là, les réseaux sociaux ont explosé de messages de soutien. #promesse tenue est devenu un sujet tendance mondial, avec des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de dépassement de soi et de détermination. Théodore, qui regardait seul dans sa cellule, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Il n'avait pas seulement été cruel envers un enfant, il avait sous-estimé le pouvoir transformateur de l'injustice lorsqu'elle est mise au service d'une bonne cause. Ce garçon de 10 ans avait non seulement tenu sa promesse, mais il avait complètement redéfini le concept de réciprocité. À la fin de l'interview, Jamal fut interrogé sur ses projets d'avenir. « J'envisage de me présenter au Sénat », a-t-il révélé. Parce que les changements structurels exigent une présence au sein des structures du pouvoir. Et contrairement à certains, j'ai l'intention d'utiliser cette présence pour servir, et non pour me servir. 3 mois plus tard, Jamal Washington a officiellement annoncé sa candidature au Sénat américain. Sa campagne a été entièrement financée par de petits dons de familles de travailleurs, dont beaucoup ont bénéficié de ces enquêtes au fil des ans. Théodore, qui avait autrefois contrôlé des sénateurs à coups de pots de vin et de chantage, regardait les informations depuis sa prison, tandis que cet enfant qu'il avait méprisé marchait vers le plus haut pouvoir politique du pays, porté par la gratitude sincère de millions de personnes. La promesse de Vincent s'était transformée en quelque chose de bien plus grand que l'argent ou la vengeance. Elle était devenue un mouvement de justice sociale qui traverserait les générations. Jamal Washington avait prouvé que la meilleure façon de payer quelqu'un qui tente de détruire vos rêves est de construire une réalité où ces personnes deviennent complètement insignifiantes. Il a transformé l'humiliation en éducation, la colère en détermination, et une promesse enfantine en fondement d'un héritage qui changerait à jamais la façon dont l'Amérique traite ses citoyens les plus vulnérables. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la véritable vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi grand qu'ils ne deviennent qu'une note de bas de page dans votre histoire à succès.